Bonjour et bienvenue dans Décrypte, le podcast qui explore les dynamiques politiques, économiques et sociales avec une analyse objective et sans parti pris. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un séisme judiciaire qui rebat complètement les cartes de la politique française. On parle évidemment de la condamnation de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Une décision sans précédent dans l'histoire de la Ve République. Ce verdict, c'est une déflagration qui nous oblige à décortiquer les enjeux de la probité en politique et les rapports de force entre le pouvoir et la justice. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une simple péripétie. C'est un moment de bascule. Comment en est-on arrivé là? Et surtout, qu'est-ce que cette incarcération imminente, ordonnée via un mandat de dépôt, signifie réellement pour la France, pour sa classe politique et au fond, pour nous, les citoyens? L'affaire est complexe. Elle nous ramène à des événements qui se sont déroulés il y a bientôt 20 ans, avec des connexions internationales qui dépassent très largement le cadre d'une simple campagne électorale. Le point de départ de tout ça, c'est l'affaire dite du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. L'homme qui était alors président, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui âgé de 70 ans, vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. 5 ans, c'est une peine extrêmement lourde. Et là où le choc est total, c'est que ce jugement, rendu par le tribunal correctionnel de Paris, est assorti d'un mandat de dépôt avec exécution provisoire. Ça veut dire quoi concrètement? Ça signifie que son incarcération est imminente et qu'elle aura lieu même s'il a immédiatement fait appel du jugement. La date butoir pour cette incarcération, dont les modalités seront fixées par le parquet national financier, devrait lui être signifiée d'ici le 13 octobre. C'est historique. C'est la première fois qu'un ancien chef d'État français se retrouve dans cette situation. Face à cette décision, on a vu un Nicolas Sarkozy combatif, même si la fureur était contenue. Accompagné de Carla Bruni, il a dénoncé un scandale, une injustice alimentée par la haine, jurant qu'il se battrait jusqu'à son dernier souffle pour prouver son innocence. Il a même été jusqu'à dire que ce n'était pas lui qui était humilié, mais l'image même de la France. En fait, cette posture, c'est une riposte immédiate. Elle renvoie la balle dans le camp de la justice, l'accusant d'avoir un agenda politique. Mais qu'est-ce que le tribunal a retenu pour en arriver à une telle sévérité? L'affaire libyenne, c'est une trame de corruption présumée tissée au plus haut niveau de l'État, impliquant la dictature de Mouammar Kadhafi. C'est d'une gravité exceptionnelle, comme l'a d'ailleurs souligné la présidente du tribunal, Nathalie Gavarino. L'histoire de ce financement occulte a démarré dès l'automne 2005, alors que Nicolas Sarkozy était encore ministre de l'Intérieur. L'enquête, déclenchée notamment par les révélations de Mediapart en 2011, s'est concentrée sur l'existence d'un pacte de corruption. L'acte central ici, c'est l'organisation de rencontres secrètes. Le tribunal a reconnu que Nicolas Sarkozy avait bien laissé faire 2 de ses proches, Claude Guéant et Brice Hortefeux, dans leur quête d'un soutien libyen. Il faut bien réaliser qu'ils se sont rendus à Tripoli pour y rencontrer Abdallah Senoussi, chef des services de renseignement et beau-frère de Kadhafi. Et là, il y a un fait absolument scandaleux et qui a pesé lourd. Senoussi était un terroriste d'État, déjà condamné en France à la réclusion criminelle à perpétuité pour son rôle dans l'attentat contre le DC-10 UTA en 1989. La contrepartie de ce financement allégué, ce n'était pas seulement de réhabiliter Kadhafi sur la scène internationale, elle incluait la promesse d'examiner la révision de la situation pénale de Senoussi en France. Le tribunal a d'ailleurs reconnu le préjudice moral subi par les familles des victimes de l'attentat du DC-10 UTA, qui ont vu leur souffrance bafouée par ces négociations secrètes. Et c'est là où le jugement devient difficile à saisir pour le grand public et même pour la défense de l'ancien président. C'est la contradiction apparente entre la relaxe sur les charges principales et la condamnation sévère sur le délit accessoire. Nicolas Sarkozy était renvoyé pour 4 délits. Il a été relaxé sur 3 d'entre eux, le financement illégal de campagne, la corruption passive et le recel de détournement de fonds publics. La justice a reconnu qu'elle n'avait pas trouvé de preuves matérielles que l'argent libyen est versé, ni qu'il y a eu d'enrichissement personnel de Nicolas Sarkozy, ni que l'argent est servi directement dans la campagne de 2007. Alors pourquoi 5 ans de prison ferme? C'est à cause du délit d'association de malfaiteurs. Le tribunal a jugé que l'absence de preuves matérielles de l'utilisation de l'argent n'exonérait pas le président d'avoir organisé un système illégal. Le chef d'accusation est retenu dès lors qu'un groupe est formé dans le but de préparer une infraction, que cette infraction aboutisse ou non. En d'autres termes, Nicolas Sarkozy a été reconnu comme l'organisateur en chef d'un groupe visant à mettre en place un acte de corruption au plus haut niveau. Les avocats crient à la logique délirante. Comment peut-on être condamné pour avoir préparé un délit, l'association de malfaiteurs, alors que l'objectif délictueux lui-même, la corruption et le financement illégal, n'a pas été prouvé à suffisance? C'est la ligne de faille majeure de ce jugement.
De son côté, Mediapart, qui a été la cible de Nicolas Sarkozy pour avoir rappelé que le document fondateur de l'affaire était un faux, rappelle que c'est bien son enquête qui a révélé les rencontres secrètes avec Senoussi, et que ces rencontres sont justement au cœur de la condamnation pour association de malfaiteurs. Ça prouve, selon eux, la légitimité de la procédure. Mais l'onde de choc vient surtout de l'exécution provisoire. 5 ans de prison ferme, 100 000 € d'amende et une privation des droits civiques et d'inéligibilité pour 5 ans. C'est d'une sévérité rare. L'exécution provisoire, cette mesure exceptionnelle qui permet l'incarcération sans attendre l'appel, a été justifiée par la présidente par la gravité exceptionnelle des faits, qui ont pu altérer la confiance des citoyens dans ceux qui les représentent. Elle a aussi pris en compte l'attitude de l'ancien président qui a minimisé la gravité des faits malgré ses précédentes condamnations. Le débat politique s'est immédiatement enflammé. La droite et le Rassemblement national dénoncent une atteinte à la présomption d'innocence. On s'interroge, pourquoi envoyer en prison un ancien chef d'État connu sans risque de fuite alors qu'il fait appel? Marine Le Pen, elle-même condamnée avec exécution provisoire dans une autre affaire, s'est d'ailleurs empressée de lier son cas à celui de l'ancien président, dénonçant une généralisation de cette mesure qu'elle considère comme un grand danger pour le droit et un outil utilisé par des juges politisés pour se payer des politiques. Mais les magistrats, par l'intermédiaire de leurs syndicats, rejettent ces accusations en bloc. Ils rappellent que l'exécution provisoire est un outil légal, voté par les parlementaires eux-mêmes, et qu'il est appliqué quotidiennement pour des délits graves, notamment en cas de criminalité financière pour garantir l'efficacité de la peine. Si la loi est jugée trop dure, la balle est, de fait, dans le camp des législateurs, pas des juges. Il faut bien souligner que Nicolas Sarkozy n'est pas le seul à écoper. Ses lieutenants ont été lourdement sanctionnés. Claude Guéant, ancien secrétaire général de l'Élysée, est condamné à 6 ans de prison. Il a d'ailleurs été reconnu coupable de corruption pour avoir perçu 500 000 € injustifiés, même si, pour des raisons de santé, il ne sera pas incarcéré. Brice Hortefeux, à son tour, est condamné à 2 ans de prison aménageable. Cette incarcération à venir de Nicolas Sarkozy prend une dimension symbolique d'autant plus forte qu'il a déjà été condamné dans l'affaire dite des écoutes en 2024, une peine qu'il avait purgée sous bracelet électronique. Et il a aussi été condamné en appel dans l'affaire Big Malion pour financement illégal de campagne. Ces condamnations successives alimentent le récit d'une justice qui agit désormais sans limite, confirmant selon les observateurs que le totem du politique est tombé en France. Ce jugement historique marque un point de bascule dans le rapport entre le pouvoir politique et l'autorité judiciaire. La justice a tenu à réaffirmer le principe d'égalité devant la loi. Même un ancien chef d'État est un citoyen ordinaire devant le droit. C'est quand même une ironie de l'histoire. L'ancien président, chantre de la tolérance zéro et de l'exécution immédiate des peines, se retrouve pris par la rigueur de ses propres principes. Son incarcération est désormais inéluctable. Il verra dans cette épreuve l'occasion de se construire une légende de victime, comme il l'a martelé à la sortie du tribunal. Il faut d'ailleurs noter que ce jugement intervient quelques mois après qu'il ait été déchu de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite en juin 2025, un précédent qui ne s'était pas vu depuis Pétain. Alors que le parquet national financier a aussi fait appel souhaitant réintroduire les charges de corruption, l'appel de Nicolas Sarkozy pourrait paradoxalement aggraver sa situation. Quoi qu'il arrive, cette affaire complexe, née du journalisme d'investigation, est loin d'avoir livré tous ses secrets. L'autorité judiciaire française est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. La question qui reste en suspens, c'est de savoir si cette fermeté rétablira ou au contraire dégradera davantage la confiance des citoyens envers leurs représentants. Merci d'avoir été avec nous pour ce décrypte. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. D'ici là, portez-vous bien.